Bonjour. Alors tout d'abord, je voudrais remercier M. Burgers en fait, pour cette invitation. C'est pour moi une première, en fait, ces journées européennes de l'accessibilité. Effectivement, Dominique Scapin et moi ne sommes pas morts. Même si les publications datent de quelques années déjà, on continue toujours à travailler sur des sujets divers et variés. Et en fait, depuis ces travaux, donc il s'est passé quand même pas mal de temps, et je dirige une équipe maintenant qui fait de l'ergonomie, mais en fait de l'expérience utilisateur. Il est maintenant d'usage d'utiliser le terme expérience utilisateur plus qu'ergonomie. Et donc on s'est dit, on va l'utiliser nous aussi. Finalement, il n'y a pas de raison, même si on aurait pu passer la journée à essayer de définir ce que c'est. L'expérience utilisateur, c'est une espèce de buzzword que tout le monde utilise, tout le monde en fait, les graphistes, les développeurs, les designers d'interaction, qui d'autres? Il y en a des gens du marketing. Tout le monde fait de l'expérience utilisateur. Donc tout va bien. Non? Alors j'ai prévu parler, mais brosser rapidement, un domaine qui est particulier, en fait, qui est celui de l'évaluation. En fait, juste avant d'aborder ce point-là, donc je vais essayer de démarrer mon petit chrono pour ne pas prendre trop de temps en fait, sur l'équipe qui va suivre. Donc, j'ai mentionné juste un instant l'expérience utilisateur. Tout le monde en parle. Il y a des conférences même qui sont organisées sur ce thème particulier. Ah, j'ai oublié d'indiquer en fait FLUPA, qui est l'association française France-Luxembourg pour l'expérience utilisateur en fait. On aurait pu mettre le sigle ici aussi. Donc en fait, l'idée derrière tout ça finalement, et on en reviendra un peu plus loin aussi, c'est d'intégrer l'utilisateur dès le départ de la conception. D'accord? Donc on l'intègre dès le départ, ce qui permet de réduire des coûts de développement et de créer des produits et services qui satisfont ses besoins. Et on permet d'assurer une meilleure qualité ergonomique, c'est ce qu'on a l'ancien terme de usability, en fait, des systèmes, des services qu'on va développer. Les bénéfices de ça, qui ne sont pas en fait encore bien compris de tout le monde, c'est une productivité accrue, donc là on va parler d'utilité mais aussi d'efficacité et d'efficience, une augmentation des ventes et des revenus quand ça concerne des services et produits de commerce, diminution des coûts de formation et de support. Plus une application est simple à utiliser et à apprendre, moins elle nécessite évidemment de support et de formation. Des temps et coûts de développement réduits, parce que si on pense aux modifications qu'on doit faire pour faire en sorte qu'un site soit par la suite de bonne qualité ergonomique, en fait là on augmente les coûts, plutôt que de les prendre en compte dès le départ. Et puis surtout, c'est une satisfaction accrue pour les utilisateurs. Alors, on a parlé des normes ce matin. On pourrait en parler en fait longuement. Vous savez, on l'a déjà mentionné, qu'on n'est pas capable maintenant de certifier des applications comme étant ergonomiques. Par contre, il y a des normes qui précisent comment on doit mettre en place une approche centrée utilisateur. Et il y a même une autre norme qui va décrire toutes les méthodes qu'on peut utiliser pour le faire. Donc, quand on regarde le schéma qui est là, où on parle en fait de plusieurs étapes, notamment celle qui consiste à comprendre et spécifier le contexte d'utilisation, spécifier les exigences liées à l'utilisateur et à l'organisation. Il y a plusieurs fois contexte d'utilisation, utilisateur, organisation. Ces deux étapes-là, je le répète, mais là je vais être un peu provocant, c'est pas en étant derrière son ordinateur puis en codant qu'on y a accès. Non, il y a d'autres méthodes. Et donc, l'accessibilité comme l'utilisabilité, ce n'est pas quelque chose qui va se faire seulement en codant. On va produire évidemment des solutions de conception, des services, des produits, des interfaces. Mais, vous le savez sans doute, donner un même cahier des charges à 3 ou 4 équipes de développement différentes, vous allez avoir autant de produits différents. Même si chacune des propositions correspond en tout point à tout ce qu'on verra par la suite en termes de recommandations pour la conception. Donc, d'où l'importance et la nécessité, en fait, d'évaluer les choix de conception qu'on fait. Jusque-là, je suppose que ça va. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, en fait, tout ce qu'on va voir maintenant, c'est à peu près connu. Et je profiterai peut-être de l'occasion pour vous parler d'un outil qu'on a développé vers la fin. Mais l'idée, c'est quand on fait de l'évaluation, on ne peut pas se contenter de faire une seule ou d'appliquer une seule technique ou une seule approche. Globalement et généralement, on classe les méthodes d'évaluation en 4 catégories.
Les méthodes basées sur des modèles, et là, je fais référence à des collègues italiens qui développent sur des approches de conception basées sur des modèles. Donc, on pourrait aussi appliquer en conception de l'évaluation pour savoir si les modèles finalement prédictifs qu'on fait sont réalistes, et si en fait les performances qu'on envisage sont acceptables. On va voir par ailleurs les méthodes d'inspection, et là, c'est dans les méthodes d'inspection qu'on va éventuellement trouver des critères ergonomiques. On va aussi avoir de l'autre côté les tests utilisateurs, et puis, quand on fait tout ça, on termine habituellement par des questionnaires de satisfaction, où là, il n'est pas simplement question de demander aux gens s'ils sont contents, s'ils trouvent le site beau, ou les services. Il y a toute une démarche de conception des questionnaires, de validation, parce que la satisfaction utilisateur, en fait, c'est quelque chose qui est déterminé par plusieurs facettes. Et quand on fait des questionnaires, eh bien, c'est ces facettes-là, en fait, qu'il faut essayer d'aller évaluer. Donc, je vais passer rapidement les différentes méthodes. Alors, l'évaluation à base de modèles. Donc là, ce qu'on va essayer de faire dans ces cas-là, c'est de décrire quels sont les objectifs ou les tâches utilisateurs tels que le concepteur ou le développeur les a implémentés. Autrement dit, quand je veux acheter un produit sur le site de la FNAC, les gens qui ont conçu le site ont pensé en fait à ce qu'ils appellent un parcours client. D'accord? Ils se sont dit, tiens, la personne qui arrive sur la page d'accueil, qui cherche en fait à s'acheter le dernier iPod ou n'importe quoi, l'iPad, ben normalement, voilà quelles sont les étapes par lesquelles cette personne-là devrait passer jusqu'au clic final qui permet en fait d'acheter, de commander et de se faire livrer le produit. Donc en fait, on va décrire comme ça toutes les tâches qui ont été prévues pour le service proposé. Quand on met en ligne des informations, c'est pas pour soi, c'est pour les autres. Et on s'imagine en fait que les gens vont venir chercher l'information qu'on met en ligne. Et donc pour chaque information, on pourrait éventuellement penser, ou chaque fonctionnalité, à un parcours particulier. Chaque étape du parcours peut être chronométrée, puis on peut faire des prédictions, d'accord, sur le temps que va mettre normalement une personne qui connaît le site pour atteindre un objectif. Donc quand on parle de modèle, d'évaluation, à base de modèles, c'est de ça dont on parle, d'accord? Donc on va l'enseigner sur la relation entre tâches et conception du système, avec différents types d'approches. J'en ai cité quelques-unes ici, notamment GOMS, qui est un peu plus connu. Mais encore une fois, je dirais que comme pour les approches en conception basées sur des modèles, l'évaluation à base de modèles est finalement très peu utilisée, notamment pour des raisons de complexité et de problèmes de mise en œuvre. Alors, l'autre grand groupe d'approches, c'est ce qu'on appelle l'inspection ergonomique. Pour résumer, l'inspection, en fait, il s'agit simplement de savoir jusqu'à quel point l'interface ou le service que vous avez développé est conforme à tout un ensemble de préconisations, de recommandations ou de principes. Alors, on a parlé des normes ISO ce matin. Vous regardez les normes ISO 9241, toute la liste. Ce sont des éléments qui peuvent éventuellement servir à évaluer la conformité de vos interfaces à ces connaissances qu'on regroupe dans les normes. Alors, ça ne date pas d'hier, ça date des années 90. Les premiers à avoir proposé en fait des dimensions pour l'évaluation, c'est Nielsen, que tout le monde doit connaître ou à peu près. Donc, on parle d'évaluation heuristique, les heuristiques de Nielsen. Il y a eu ensuite le Cognitive Walkthrough, qui est une espèce d'approche hybride entre une approche basée sur des modèles, parce qu'on va décortiquer en fait des tâches, et une approche où on se dit, tiens, est-ce que dans ce contexte-là, mes utilisateurs vont être capables de savoir ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils vont savoir comment le faire? Et puis, est-ce que ça correspond en fait à leurs objectifs? Bon, encore une fois, c'est bien résumé. Donc, c'est ce qui s'appelle le Cognitive Walkthrough. On a les Heuristic Walkthrough, donc c'est un mélange en fait des deux. On a, nous ici, élaboré, dans les années 80, je ne m'en rappelle plus bien, des critères ergonomiques. Ce qui différencie, en fait, c'est les heuristiques de Nielsen de nos critères. En fait, c'est le mode d'élaboration. Nous, on a essentiellement basé nos critères sur un état de l'art, en fait, des études qui démontraient que tel choix de conception était meilleur qu'un autre. Privilégier un menu en largeur plutôt qu'en profondeur, grouper, distinguer les informations, et ainsi de suite. D'accord? Donc, autrement dit, on avait à la base des 18 critères élémentaires, à peu près 800 recommandations pour la conception et l'évaluation. Je vous rappelle aussi qu'un document qui vaut le coup d'être lu le soir avant de vous endormir, d'ailleurs, ça va vous aider à vous endormir,
c'est les 892 recommandations du recueil de recommandations de Smith et Mosier, qui date des années 86 à peu près. En 86, enfin la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, mais en tout cas, en 86, il y avait des interfaces textuelles et les principes qui ont été mis de l'avant à cette époque sont toujours finalement d'actualité. Ensuite, vous allez voir aussi qu'il y a alors on y vient, les User Experience Style Guide. Alors, vous développez une application pour iOS, vous développez une application pour macOS, pour Windows, pour Android. Vous allez sur le site de ces sociétés et vous tapez User Experience Style Guide. Et normalement, vous devriez avoir des documents de plusieurs centaines de pages, des documents qui vous disent comment concevoir vos interfaces. Pas comment les concevoir pour l'usage, comment les concevoir pour qu'elles aient le look and feel, soit d'iOS, de Microsoft ou d'Apple, d'accord? On vous dit simplement quels sont les objets interactifs qu'on peut utiliser, dans quel contexte ils doivent être utilisés, et comment positionner les éléments d'une interface les uns par rapport aux autres. De la conformité à un guide de style. Et finalement, toutes les normes ISO. Donc là, en fait, encore une fois, l'inspection, ça consiste à inspecter votre interface, à identifier tous les choix de conception qui pourraient être non conformes à ce qu'on préconise par ailleurs. On peut pousser l'inspection jusqu'à définir des tâches et puis enchaîner tous les écrans qui permettent de réaliser ces tâches-là et d'appliquer à chaque fois les critères. Enfin, une liste de critères, de normes ou tout ce qu'on peut imaginer. Et là, en fait, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on peut aussi analyser des produits très tôt dans le cycle de conception. On n'est pas obligé d'attendre le produit fini. On peut travailler sur des maquettes papier, des prototypes, des storyboards. À chaque fois qu'on a quelque chose qu'on peut manipuler, ou plus ou moins, ou présenter à des futurs utilisateurs, en fait, on peut donner lieu à une inspection, en fait, ergonomique. Alors, je vais accélérer un petit peu. Les tests utilisateurs. Là, c'est assez standard, là aussi. La plupart du temps, vous avez des salles où on accueille des participants, auxquels on va demander de réaliser des tâches pour lesquelles les services ont été développés. On va essayer d'enregistrer ce qui se passe en termes d'interaction. Donc, on va avoir des données de performance. Et puis, on va agrémenter tout ça, la plupart du temps, de questionnaires de satisfaction. Alors là, je vous passe un peu les outils qu'on peut utiliser pour le faire. Ce n'est pas tellement important. Il y a des laboratoires d'utilisabilité qui sont portables. Et les tests utilisateurs, en fait, est sans doute la technique qui a été le plus documentée. Le nombre d'ouvrages qu'on trouve en anglais sur l'évaluation par test utilisateur, en fait, est assez considérable. Les derniers ouvrages, notamment Measuring the User Experience de Tullis et Alpert, il me semble bien, sont des documents assez intéressants parce qu'ils proposent aussi tout un ensemble d'outils pour vous assister, en fait, dans cette tâche d'évaluation. Donc là, c'est des exemples où on peut faire du test utilisateur, en fait, sur portable. On installe des petites caméras sur les portables, on filme ce qui se passe, on filme aussi l'utilisateur en train d'interagir. Bref, l'idée ici, c'est d'identifier, en fait, des problèmes d'interaction, mais en mettant les gens dans des situations réelles ou réalistes. On leur demande de chercher une information qu'on doit normalement pouvoir trouver facilement sur le site, ou bien de réaliser des tâches pour lesquelles l'outil a été développé. Donc, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on dit avec Internet, quand même, c'est intéressant, on n'est pas obligé de demander aux gens de se déplacer. Une personne qui se déplace, c'est un déplacement, forcément. C'est minimum 45 minutes à 1 heure par testeur. Il faut lui expliquer ce qu'on va faire, débriefer. On ne peut pas non plus lui demander plus d'1 heure, ou même de 30 à 45 minutes de participation, parce que chercher de l'information pendant autant de temps, ce n'est pas une tâche forcément habituelle. Donc, on va être obligé de mettre en place plusieurs groupes qui vont essayer de tester différentes fonctionnalités, en fait, de l'application. Donc, on s'est dit, et c'est coûteux. Hein, ceux qui ont demandé à des prestataires de services de faire des tests utilisateurs, je vais lancer une question comme ça, rap. Pour un test à 12 personnes, il va falloir combien de jours de passation? 3 jours à peu près. Une journée de préparation avec le client, une journée ou 2 d'analyse, une demi-journée de restitution. C'est combien de jours? 7 jours? 8 jours? Une boîte d'ergonomie à la journée, c'est combien? Bon, allez, on va tourner autour de entre 12 et 15 000 € pour un test utilisateur. Donc, on s'est dit, avec Internet, l'intérêt, c'est peut-être éventuellement de pouvoir faire ça à distance
en donnant les mêmes consignes aux participants, en essayant d'avoir les mêmes données brutes, c'est-à-dire enregistrement vidéo, comportement. Alors, je parle de tests en recherche d'informations pour des sites web. Je pense qu'on a beaucoup parlé de web ce matin. Et donc, l'outil permet de récupérer pas mal de choses. Donc, je vais passer rapidement à l'outil en tant que tel qui s'appelle Everlyzer, qui permet en fait à des gens, avec leur équipement, une fois qu'ils ont accepté de participer, parce qu'il n'est pas question en fait de les moucharder à leur insu, donc ils acceptent de participer à un test, on leur installe un petit plugin, et ce qu'on va récupérer finalement, c'est l'écran d'utilisateur, tous les comportements interactifs dans le navigateur, éventuellement la webcam en fait, ils acceptent qu'on l'utilise, le micro, au cas où ils feraient des commentaires spontanément, et puis le tout est envoyé sur des serveurs qui sont distants, et on a réalisé aussi, parce qu'un autre aspect de l'analyse, c'est que quand on a 15 heures d'enregistrement vidéo, retrouver les séquences vidéo qui illustrent les difficultés rencontrées par les gens, ça prend aussi du temps. Quand je vous disais tout à l'heure, une journée ou deux d'analyse vidéo, c'est quand ils prennent le temps de le faire, parce que ça prend trop de temps. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on ait des modules d'analyse automatisés des données. Les gens qui font des tests à distance, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont derrière leur écran ou pas? Donc, en fait, il faut qu'on ait d'autres choses pour suppléer le manque de supervision. Mais aussi, il faut qu'on puisse identifier que quand les personnes disent « Tiens, j'ai trouvé l'information qu'on me demandait de trouver », il faut que je puisse dire « Oui, oui, il l'a effectivement trouvé ». Donc, des vraies réussites, des fausses réussites. « Tiens, j'ai trouvé. » Ah, non, non, c'est faux. C'était pas possible de trouver la réponse là. Les vrais échecs, j'abandonne parce que je n'arrive pas à trouver la réponse. Ou bien j'abandonne, mais en fait, il abandonne, il dit qu'il abandonne, mais il était sur la page. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, il n'a pas scrollé comme il fallait. Il n'a pas trouvé l'information, c'est ce qui compte. Donc, on est capable, en fait, d'analyser automatiquement toutes ces données. On est capable aussi de tracer les parcours. Alors, vous faites des analyses de tests, enfin des tests utilisateurs de sites web avec 12 personnes, juste pour identifier le parcours dans le site, c'est quand même pas une mince affaire. Donc, l'outil qu'on a développé permet en fait de faire tout ça. De donner, donc à distance, c'est plusieurs centaines de personnes en même temps. Ils le font quand ils veulent, avec le matériel qu'ils ont. On va récupérer en fait des données sur chacune des tâches, en identifiant à chaque fois les vrais succès, les faux succès, enfin les réussites si vous voulez, les vrais échecs des faux échecs. On va être capable aussi d'avoir des données plutôt quantitatives sur le temps passé à réaliser des tâches. On peut même aller jusqu'au nombre de pages vues, le nombre de pages revisitées, qui peut être un indicateur sur le fait que les personnes sont perdues, plus ou moins. Ils cherchent, elles tournent en rond. On va avoir des données aussi individuelles, c'est-à-dire que chaque type de données va être lié aussi aux enregistrements vidéo de la personne. Donc cet outil-là devient non seulement un outil qui permet d'automatiser en bonne partie le test utilisateur, mais il vous aide aussi à explorer les données. Donc je vais passer rapidement parce qu'on pourra en discuter plus longuement, mais je me rends compte que je dépasse le temps de 2 minutes. Je vous parlais des arbres de parcours. Donc on peut afficher en fait les parcours des participants, passer d'un nœud à la liste des participants qui sont trouvés sur cette page, et à partir de la liste des participants, aller voir la vidéo de chacun. Donc là, en fait, c'est, comme je vous le disais, un outil qui est interactif, qui permet éventuellement d'analyser, en fait, de vous aider à analyser les données. Alors, ça, c'est un test, donc il y a plein d'autres choses, hein. Je ne vais pas passer là-dessus. Juste pour terminer, on parlait de satisfaction utilisateur. Ça, on va le mesurer à l'issue d'un test. Alors, l'outil permet aussi d'intégrer des questionnaires de satisfaction. La satisfaction, c'est un concept psychologique. Hein, comme je vous le disais, il ne s'agit pas de demander aux gens s'ils sont contents pour avoir mesuré la satisfaction. Depuis les années 88, on travaille sur la validation de questionnaires de satisfaction. Vous avez une petite liste là. Le dernier en date de 2012, c'est le DEEP, où là, en fait, il est aussi question d'utilisabilité perçue et d'esthétique. Donc, c'est le Design Oriented Evaluation of Perceived Usability, qu'on est en train de traduire en français et de valider. Donc, à chaque fois, c'est des questions en fait, qui se présentent comme celle-ci, enfin comme celle-là. Là. Le contenu est facile à comprendre et les gens doivent dire s'ils sont d'accord ou pas avec l'énoncé. Et il peut y avoir jusqu'à une douzaine, ça va d'une douzaine jusqu'à une centaine de questions, suivant les questionnaires. Voilà. Donc, en fait, pour conclure, en fait, il y a différentes catégories de méthodes et je pense que ce n'est pas parce qu'on en applique une
qu'on doit faire l'économie des autres. Et que la bonne qualité ergonomique d'une interface, et là je pense que ça vaudra aussi pour l'accessibilité, c'est en fait de combiner ces approches-là. Et j'en terminerai là-dessus. Merci.